Bonsoir, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre voyageur, animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 6 février 2021. Aujourd'hui, je vous parle de Paul-Marie Lapointe. Je reviens sur Paul-Marie Lapointe et de son invraisemblable ouvrage que je vais vous montrer, Tombeau pour René Crevel, avec des gravures de Betty Goodwin. Alors, et je vais également vous parler de ce que l'on trouve dans les livres, des objets, des éphémérias que l'on retrouve dans les livres. Il y a un lien entre tout ça, puis je vais essayer de vous le montrer. Je vais essayer de vous le démontrer. Je vais tout de suite vous montrer le livre. Et en fait, ce que je vais faire, je vous le montre. Je vous le montre ici. Vous voyez, Tombeau pour René Crevel. Je vais vous entretenir brièvement de Paul-Marie Lapointe. Je vais enchaîner avec Betty Goodwin. Je vais faire un bond pour vous parler de René Crevel. Je vais revenir sur ce qu'on trouve dans les livres. Et je vais conclure en vous montrant l'ouvrage en question et en vous lisant un ou deux textes de ce très important recueil de poésie. Je tiens Paul-Marie Lapointe comme l'un de nos plus grands poètes. En tout cas, c'est un de ceux que je préfère pour toutes sortes de raisons, dont celle, entre autres, qui peut vous sembler étonnante, c'est qu'il ne s'est pas confiné dans la posture de poète. Alors voilà, un mot donc sur Paul-Marie Lapointe. Il est né en 1929, il est mort en 2011. Il a été très tôt publié à l'âge de 18 ans en écrivant Le Vierge incendie, une maison d'édition des automatistes. Il n'avait aucun contact, sauf vous savez déjà tout ça. Je vous en ai parlé dans une autre vidéo. Il a fondé également, c'est un des cofondateurs de la revue Liberté, et il a occupé divers postes assez importants, dont rédacteur en chef, à la radio de Radio-Canada, et il a fait ça jusqu'à sa retraite. Alors, il a fait ça pendant plus de 30 ans. Donc, c'est un fonctionnaire de l'État, c'est un fonctionnaire de la culture, et de ce point de vue-là, il appartient d'une certaine manière à la petite bourgeoisie. Petite bourgeoisie à laquelle appartenait également René Crevel et également Betty Goodwin. Alors, les trois proviennent du même milieu et une des caractéristiques, là, je vais y venir. Alors, il y a assez peu publié, mais malgré tout, son œuvre est importante et plusieurs de ses livres sont des livres d'artistes à très, très, très petit tirage. Et il y a 2 jours, je vous ai entretenu de Jérôme Peignot quand le fond coïncide avec la forme. Alors, il y a ça aussi. Il y a ça aussi chez, chez Paul-Marie Lapointe. Je n'ai pas sous la main son ouvrage Écriture en 2 tomes, illustré toujours par sa compagne. Je l'ai à quelque part dans l'un ou l'autre des cartons. Je regrette de ne pas m'être porté acquéreur de l'édition de tête, que j'aurais pu. Je l'ai eu à quelques reprises entre les mains, mais je ne l'ai pas fait. Cependant, l'édition que j'ai, je l'ai achetée au Colisée du Livre il y a au moins 35 ans. Et l'éditeur a dû juger que c'était absolument invendable, car il s'était débarrassé de l'édition. Il y en avait des piles et des piles à un prix ridicule. De la même manière que je me souviens d'avoir acheté au Palais du Livre en 1977, n'est-ce pas? C'est précis ça. Le précis de décomposition de Cioran. En 1977, Cioran entrait dans sa gloire. Hein. Mais il n'était pas là. Alors, il y avait des piles immenses du précis de décomposition. Je l'avais acheté à cause du titre. J'ignorais tout de Cioran. Et le soldeur proposait personnage Nadeau. Ça,
En fait, il y aurait plusieurs vidéos à faire sur Nadeau. Mais c'est un personnage inimaginable, au fond. Peut-être qu'un jour, je vais le faire. Mais encore là, il y a des choses que je ne peux pas dire. Et c'est ça qui est emmerdant, au fond. Parce que les choses vraiment intéressantes à dire, c'est celles qu'on ne peut pas dire. Et celles que vous voulez vraiment entendre, c'est celles que je ne peux pas vous dire. Alors, comment dire les choses sans qu'ils trop n'y paraissent? Mais c'est un personnage hors norme. Et donc, le Palais du Livre, c'est pour ceux qui l'ont connu, en tout cas moi, de mon expérience de chineur, de bouquiniste, de chercheur, de bibliomane, ça a été la plus grande expérience de quête de livres que ce Palais du Livre sur la rue McGill qui a passé au feu au début des années 80. Si ma mémoire est bonne, un incendie, en tout cas d'origine douteuse, n'est-ce pas? Mais toutes les tribulations de ce libraire qui est mort, il faudrait que je pense au début ou au milieu des années 90, il est mort en sortant d'une soirée où d'autres libraires, dans une librairie de Montréal, du Plateau, je ne me souviens pas du nom de la librairie, ça n'a pas duré longtemps, une librairie café, peut-être milieu des années, début 90 ou et il a subi un arrêt cardiaque sortant de la librairie où il avait reçu un hommage. Alors, les hommages, ce n'est pas fait pour tout le monde, visiblement. Quant à Betty Goodwin, elle est née en 2000. Elle est née en 1923, elle est morte en 2008. Et elle a perdu son père à l'âge de 9 ans. Son père qui était dans le monde c'est un tailleur, si je ne m'abuse, appartenant à la communauté juive montréalaise, communauté yiddish. Hein, on reste avec les Juifs. Et elle a connu une assez grande notoriété. Aujourd'hui, ses œuvres sont très recherchées. Elle a obtenu les... D'ailleurs, comme La Pointe, les deux ont été couverts d'honneur. Hein. Ils ont été reconnus. Hein. Tous les deux, ce ne sont pas des artistes maudits, ce sont des artistes qui triomphent, là, qui remportent la mise. Elle a remporté le Bordua. Et en 1970, elle a fait une série, c'est avec cette série-là qu'elle a atteint la notoriété, en joignant à ses œuvres des objets qu'elle trouvait dans la rue. Des gants, toutes sortes d'objets, mais quelques critiques ont fait un lien entre le deuil précoce qu'elle a connu par la mort de son père, quand elle avait 9 ans, et qu'au fond, ces objets-là et ces artefacts-là étaient une sorte de manière de symboliser la perte, le deuil. Mais ce qui est bizarre, en tout cas, je trouve, c'est que sa quête déambulait donc dans les rues en ramassant des objets qui devaient, qu'elle incorporait à son travail, mais qui devaient aussi signifier quelque chose au niveau de l'inconscient. C'est la même démarche que celle de Régent Ducharme avec ses Trofous. Lui aussi ramassait des objets pour fabriquer ces assemblages, ces espèces de sculptures. Et les deux, au fond, deux errants dans la ville, deux migrants de l'intérieur, d'une certaine manière. Probablement le fait qu'elle soit de confession juive, il y a dû quelque chose de l'ordre mémoriel. Et Ducharme qui également, sans dire que lui, il était nécessairement en quête du pays, mais quoique, lui aussi était en quête de quelque chose. Alors, d'une certaine manière, on pourrait juger que leur façon de travailler avec leur corps est
leur déambulation à travers la ville pourrait s'apparenter aux dérives poétiques des situationnistes, qui, eux, bon, sans nécessairement ramasser des objets pour en faire des œuvres d'art, prenaient le pouls, considéraient que la ville agissait sur eux. Alors, je fais un rapprochement entre les deux. Bon, entre Régent Ducharme et Betty Goodwin. Je ne sais pas comment s'est fait cependant la rencontre entre Betty Goodwin et Paul-Marie Lapointe. Ce que je sais cependant, pour en revenir au tombeau de René Crevel, que je vais vous montrer là, dans quelques minutes, René Crevel a toujours... Oui, bon, Crevel, un mot sur Crevel. Crevel, lui, il est né en 1900 et il est mort en 1935. Il s'est suicidé apprenant qu'il était atteint de la tuberculose rénale. Son père aussi s'est enlevé la vie quand lui avait 15 ans. Alors, lui aussi a porté le deuil. Est-ce que c'est par là que Betty Goodwin s'est sentie interpellée par la démarche de Paul-Marie Lapointe agissant comme intercesseur? Et ici, le mot n'est pas trop fort, car Tombeau pour René Crevel a été écrit en une seule nuit. Et ce que j'ai cru comprendre dans la manière de travailler de Paul-Marie Lapointe, il s'est laissé... c'est une expérience, on ne pourrait pas qualifier ça de mystique, mais c'est une expérience d'intersubjectivité limite. Alors, il y a eu recours à des j'allais dire des gris-gris, mais à la numérologie, aux chiffres. Il s'est laissé et il a pigé, hein, c'est ça, voilà. Il a pigé dans l'œuvre de Crevel. C'est comme s'il avait laissé Crevel, pas que lui souffler le texte, mais le porter. Alors, et on est d'une certaine manière, ça rejoint la quête de Betty Goodwin, qui, elle, ramassait des objets dans la rue, et Paul-Marie Lapointe, lui, au fond, ramassait des mots pris dans l'œuvre de Crevel pour créer un panorama sonore, pour créer j'allais dire une œuvre en 3 dimensions, presque. Parce que là aussi, le travail de la typographie est hyper important. Pour aborder le tombeau de René Crevel, il faut soi-même se mettre en état de création. Ce que Paul-Marie Lapointe attend de son lecteur, un lecteur intelligent, va sans dire, c'est qu'il devienne co-créateur. Alors, on n'est plus dans la position du lecteur passif qui lit pour se distraire, qui lit pour se désennuyer. On est dans la position du lecteur qui devient à son tour créateur. N'est-ce pas? Est-ce qu'on irait ici vers la professionnalisation du lecteur? Est-ce qu'on partirait un syndicat des lecteurs? Hein? Le syndicat des lecteurs. Alors, pas de cotisation à payer, mais vous devez vous engager un certain nombre de règles. Règles. Alors, on connaît un peu rapidement l'histoire de Crevel. Crevel, appartenant au surréalisme, appartenant au dadaïsme, très proche de Breton, et qui a voulu, qui a été membre du Parti communiste pendant quelques années, et qui a voulu introduire, d'une certaine manière, de la légèreté, du surréalisme dans le mouvement communiste, mais c'était pas possible. Je veux dire, les surréalistes, et c'est ça aussi qui est assez incroyable dans cette démarche bretonienne, c'est de vouloir à la fois la poésie, le rêve, et aussi la transformation du monde, la transformation sociale du monde. Et c'est de là où, d'une certaine manière, il était à la fois voyant, Crevel, et militant. Et donc, et tout ça pour dire, les trois, Betty Goodwin, Paul-Marie Lapointe et René Crevel, appartenaient à l'ordre bourgeois, sinon petit bourgeois. Mais les trois étaient en révolte. Dans le cas de Paul-Marie Lapointe, une révolte feutrée, une révolte
une révolte qui ne disait pas son nom. Dans le cas de Betty Goodwin, une révolte également parce que essayez d'imaginer comment, comment une femme qui s'affranchit du poids social aussi de la tradition religieuse, qui a réussi à faire une œuvre assez... Si vous avez l'occasion de voir les œuvres de Betty Goodwin, il y a quelque chose d'extrêmement inquiétant, presque d'une certaine manière, le même type pas l'inquiétude, pas l'étrange inquiétude, mais quelque chose qui fait penser d'une certaine manière à Giacometti, une sorte de désolation, une sorte de solitude, et le tombeau aussi pour René Crevel est une sorte d'émanation de tout ça. Là, je vais vous montrer autre chose. Je pense vous avoir dit ce que je voulais vous dire sur ce travail à trois esprits, d'une certaine manière. C'est que dans les livres, là, on va revenir à quelque chose de plus basique. Dans les livres, on trouve souvent des objets. Des objets papier, va sans dire. Des cartes postales, des notes, des lettres, des photos. On trouve toutes sortes de choses et les propriétaires de ces livres-là qui insufflent à leur propre livre non seulement leur temps de lecture, c'est presque des objets de dévotion rendus là parce que ils les cannibalisent, voilà. Ils vont pas juste chercher la moelle du livre, ils se l'incorporent. Ils font de ces livres-là une sorte de prolongement d'eux-mêmes. Ils se les annexent. Alors, aujourd'hui, j'ai travaillé très fort pour Fabienne aussi. On a travaillé très fort tous les deux pour mettre en ordre la librairie qui rouvre après-demain, après 45 jours d'inactivité, on a travaillé sans arrêt, là, de toute façon. Fabienne a travaillé sur son travail d'artiste, elle a peint sans arrêt, elle travaille sans arrêt, Fabienne. Je veux dire, elle travaille sans arrêt. Mais il n'y a que ça, le travail, de toute façon, n'est-ce pas? Le travail nous console de tout, presque. Et donc, on a travaillé quand même énormément pendant cette période-là. On n'a pas souffert de la fatigue pandémique. Mais ça aussi, il faut dire, il faut quand même faire une petite parenthèse, c'est que Fabienne et moi avons l'habitude des situations extrêmes. Nous avons l'habitude de vivre sous un autre plan que la majorité de nos contemporains. Pour toutes sortes de raisons, là, on va pas élaborer là-dessus ce soir, mais on a cette capacité-là à faire face aux choses qui sont imprévisibles. Les entrepreneurs, les auto-entrepreneurs, les petits entrepreneurs, forcément, ce sont des gens habitués au risque. Mais c'est sûr que être un libraire, c'est pas tant risqué que ça, en tout cas, hein? Mais au niveau de l'insécurité fait partie de notre quotidien. C'est jamais quelle sorte de journée on va avoir. On travaille fort pour avoir de bonnes journées, mais c'est tout à fait imprévisible. On fait notre part, mais au fond, le client est le co-créateur aussi de notre atelier librairie. Sans lui, sans sa participation, sans son énergie et sans ses sous, nous n'aurions plus de raison d'être. Bon. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. J'ai pas eu la présence d'esprit de conserver... En fait, oui, les livres ont été jaugés, ont été évalués, ils sont classés dans certains cas. Dans d'autres cas, ils sont dans des cartons, attendant que d'autres livres se libèrent pour prendre leur place. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai trouvé dans... Et c'est là, vous voyez,
Si Betty Goodwin et Régent Ducharme et Paul-Marie Lapointe dans le cas de Paul-Marie Lapointe, a déambulé dans l'œuvre de René Crevel pour y ramasser des mots ici et là. Si Régent Ducharme, lui, ramassait des objets pour faire des trofous ou Betty Goodwin pour faire des tableaux, il y aurait peut-être une sorte d'œuvre d'art à faire avec les signets. Et les signets nous disent beaucoup de choses. Ce sont des traces quasi archéologiques qu'on retrouve insérées dans les ouvrages, et ce sont des traces de vie intelligente. La preuve également que ces livres-là n'ont pas juste vécu, ils ont aussi nourri l'esprit de quelqu'un, ils ont nourri l'imaginaire de quelqu'un, ils ont donné des raisons de penser, de rêver, d'imaginer à des lecteurs qui aujourd'hui peut-être ne sont plus de ce monde. Alors il reste des traces ici de leur existence. Alors je vais vous en montrer un. Je vais commencer par lui, qui est le plus intéressant. Je ne mélange pas ses effets cette fois-ci. Alors, je vous montre, c'est une carte postale, vous voyez, qui s'ouvre. Alors c'est quoi? On y voit des paysages de Vitel. Alors, Vitel, je vais vous la lire. Vitel, le 3 août 1935. Merci de ta lettre très intéressante, et j'espère bien que ce n'est pas la dernière. Raconte-moi votre vie de l'île Perrot. Cela me ferait un grand plaisir. Je fais une cure pour mes rhumatismes. Malheureusement, la température n'est pas clémente, du froid et de la pluie. Il paraît que c'est la même chose à Paris. Cela me console un peu. Ton père a dû oublier qu'il avait quelque part une maman. Je t'embrasse pour la famille. Le plus, j'arrive pas à lire le mot, pour toi, et j'arrive pas non plus à lire les initiales. Alors, en 1935, l'île Perrot, c'est au Québec. Alors c'est quelqu'un qui a fait un voyage à Vitel et qui a envoyé, on ne sait pas non plus, ce qui est curieux, c'est qu'il n'y a pas d'adresse, il n'y a rien au fond. Une autre carte. Alors ici, qu'est-ce que ça représente? Le 20 octobre 1997. Cher Eric, vous comprenez, parce que les graphiques sont difficiles à décrypter. M'ayant mentionné que vous avez manifesté un intérêt pour ce livre, je vous l'offre par la porte d'en arrière, mon fils ayant des craintes d'être identifié à un têteux. Alors nous serons discrets à la rencontre, chers parents, des parents, et j'espère que le livre vous plaira. Salutations. Excusez la carte. Bon, alors, qu'est-ce qu'on peut en déduire? Pas grand-chose. Voilà Jésus qui fait son apparition. Jésus n'est jamais bien loin. Oh, ça c'est moins drôle, par exemple. Alors, c'est écrit en portugais. Et ça, on trouve ça souvent aussi. Tenez, je vous le montre. Alors, oui, à la mémoire de Yao Jean Soares, 1928-2005, à la mémoire de Yao Soares, qui est né le 14 juin, je traduis. C'est les chiffres. Hein? Donc, qui est né le 14 juin 1928 aux Açores, à San Miguel. Alors, ouais. Et ça, ces petites notices nécrologiques, on trouve ça souvent. Très, 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 très souvent. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire aussi?
qu'est-ce qui peut se passer dans la psyché de quelqu'un qui est endeuillé, qui a perdu un être cher, qui cherche peut-être du réconfort dans la lecture et qui fait de ce livre-là le tombeau de sa propre mémoire. Alors, comme je dis, j'ai pas eu la présence d'esprit. Ça aurait été intéressant de voir dans quel livre la mémoire de Suarez a été ensevelie. Dans quelle mémoire, dans quel livre, de quel livre on a fait le tombeau de la souffrance de celui qui a eu la douleur de perdre cet être cher. Alors, un autre signet, Ramsès, on reste dans les tombeaux, mais cette fois-ci égyptien. Le grand pharaon Ramsès II et son temps, alors au palais de la civilisation, du 1er juin au 29 septembre 1985. Pas grand-chose à dire là-dessus. Alors, joyeuse fête. Alors ici, on n'a pas la date. C'est au Balatou, spectacle de musique africaine, un endroit. Et cette personne-là a assisté au spectacle de Dieli Mori Tunkara et ses invités le dimanche 6 décembre. Il n'y a pas de date. Et c'est un artiste du Mali. Ceci, un petit dessin. Ça ressemble à du Vittorio. Rapidement, tenez, je vous le montre. Peut-être en S, mais ça ressemble. C'est étonnant. Pas grand-chose à dire ici. Alors, une carte en provenance des États-Unis, de Old Orchard, j'arrive pas à lire là, et qui était plutôt, 1908, Montréal, Québec, 1908, je vous montre ici. Vous voyez. Alors, Madame 26 Square Saint-Louis, Montréal, Canada. C'est assez laconique, c'est assez lapidaire, on ne sait rien. Sauf que... Et je vous ai gardé le meilleur pour la fin. Ouais. Bobinette. Je vous la remonte, pour être bien sûr. Bobinette, Bobby Larosé. Homme d'entretien avec expérience, capable de faire reluire votre maison. Voilà. Mais que d'allusions et que de connotations sexuelles. Et puis, Bobby Net, pour les Québécois de mon âge et même un peu plus vieux, puis peut-être un petit peu plus jeune, Bobino et Bobinette, c'était une émission pour enfants, et Bobinette, c'était une marionnette. Et le vieux gag un peu débile, quand on voulait voir Bobinette à poil, ben c'était ça. Une main nue. Alors voilà, c'est le niveau. Mais on peut deviner parce que, ça peut peut-être vous surprendre, mais il y a des hommes de ménage qui font le ménage à poil. Bon, j'avoue que ça peut être étonnant de voir quelqu'un passer la serpillière en se faisant aller le popotin. Mais bon, tous les goûts étant dans la nature, ne jugeons pas de ceci. Alors, allez me dire, c'est quoi le lien entre les objets ramassés dans la rue, le tombeau vide, les signets et les objets. Vous avez vu ça? Ça, c'est comme ça qu'on déneige au Québec. Hein? Je ne sais pas s'il y a de ce genre d'engin en Auvergne, mais ça, c'est du costaud. Alors voilà, un petit moment. La voirie dégage, enlève la neige. Et puis, ils sont assez efficaces, croyez-moi. Alors voilà, maintenant, place au plat de résistance.
Je vais vous montrer la gravure de Betty Goodwin. Malheureusement. Ah ben non. Oh, oh. Elle est signée. Alors, tenez. Mais elle est... Attendez, je vous la montre. Voilà. Je vais vous montrer la justification du tirage. Il faut y aller délicatement. Parce que c'est... Vous voyez? Alors là aussi, dans le cas de Paul-Marie Lapointe, il y a une démarche qui s'apparente à celle de Jérôme Peignot dans ses typoésies. C'est qu'il y a un travail qui est fait sur la forme également. Et je crains fort de... Parce qu'il y a un travail de déconstruction aussi. Et il y a, comme je vous l'expliquais en introduction, ce qui est demandé au lecteur, c'est un travail de reconstitution et de co-création. Alors, il faut s'activer les méninges. Et il faut pas se dire que ce ne sont là que des jeux de langage abstraits. Parce que toujours dans le travail de Paul-Marie Lapointe, et ce qui laisse entendre Paul-Marie Lapointe, c'est qu'au fond, les mots sont libres et les mots nous obligent également à nous, les lecteurs, nous obligent à une plus grande liberté. Alors, les mots sont libres, on accepte qu'ils nous dominent d'une certaine manière, mais de cette domination-là naît une plus grande liberté pour nous. Mais il faut accepter que tout ça se déroule sous le signe, sous l'exigence, dis-je, de la liberté. Voilà. Et on a observé suffisamment que devant la liberté, beaucoup de gens sont effrayés. Et surtout la liberté artistique est peut-être la forme de liberté qui fait le plus peur, sans doute. Tenez, justement, j'ai sous les yeux le mot liberté. Qui... Attendez, une seconde. Du temps des autres. Il faut y aller délicatement. C'est un objet précieux. Dîne. Une. Tout. Elle. Moi-même. Pont. Souvenir. Ennui. Maison. Pour. Soit. Minuscule. Porte. Soule. Politesse. Simulacre. Sentir. Donne.
existe. Seul. Suicide. Ailleurs. Une. Toujours. Réputation. Elle. Surprenait un triomphe. Recherche. Et cette tube. Recommence. Exagère. Se rappelle. Encore. Suis. U. Sang. Sexe. Vraiment seul. Venir répéter aime, il, me, et non trace, surprise, et un là. Voilà. Rêve. Et. Il. Même mes nuits triomphent. Silence. Et une. Le. Vers reposant, aussi intellectuel, mérita en nuages tangentes, sueur, et lorsqu'il... Les dernières présences. Livre. Espoir. Seul. Elle. Sacrifice. Somme. Drôlerie. Effleur. Redevenir né. Il herte. Refuser et surprise. Esprit. Répète. Neuve. Indique. Est-ce robe en scène? Recollerie, nuit, hilaire, répète en sucre. Notre-Dame, innocence, être, rappel, elle-ci, inexorable, air, ririer et semble, Èvre rose en syllabes, rôle encouragé, sommeil, solitude. Peureuse, regarde, étoile, suspendre, entasse, ne cœur et surface, répète, étonne, somptueuse, entier, chose, encore seule, étage, soit, empêche, nourrit, crépuscule, amené seul. Soir, exalte, nuage, cravate, enfoui, secours, exaltante, nourrie, chair, esclavage, somme, ne, déchiré, enfance, scène, crime, essaim, sensation, enverra, sol, si. Alors, vous avez compris ou vous n'avez pas compris? Vous avez saisi la démarche. Vous l'avez deviné, vous l'avez pressenti. C'est Paul-Marie Lapointe errant, ramassant des bouts de phrases, des mots, ramassant des éclats de la poésie de René Crevel, les raboudinant, les cassant, les remettant dans une autre perspective, les
jouxtant, les défaisant, les ramassant, les tordant, il a 35 ans, il a échoué, il a toujours échoué, son propre père s'est suicidé, le tombeau s'ouvre, le tombeau n'est pas encore rempli de sa présence. Le tombeau l'attend, le tombeau l'espère, le tombeau l'appelle. Breton demeure poète. Crevel n'avait pas envie d'être un poète. Il avait envie de faire la révolution. Il n'avait que ces mots de poète pour déclencher des incendies. La main de Pierre sur la porte. Ses doigts frappent. Moins a changé la couleur de toute sa vie, de ses macérés dans les onguents, ou ses sourcils froncés, roumano-scandinaves, nous déclarer trottoir. Secourir encore. Subir. Sa vie ne connaît-elle. Elle crut pleurer d'admiration. Ce félin transatlantique, jusqu'à ce jour où posait dès une victime. C'est un enfant ébloui. Reste seul. Et parce que Diane, inaltérable et diabolique, Inorève, Brugle, épave, lui aussi, est mort. Brugle a perdu, ne plus. Crêpe et son orgueil s'écartent. On saisit chacune un bras, et déjà, elle route de douleur. Ses lèvres peuvent figer le visage, Je vais vous montrer quelque chose. Vous voyez ici, on change de registre au niveau typographique. Son rythme est mort. Comprends. On l'amène. Un jeune garçon répondra point. Il est venu, petit sauvage, rêve. Et non crêpe, orgueil, remué, essai. Bon, on en conviendra aisément, c'est plutôt une expérience de lecture, de poésie, plutôt déstabilisante. Mais c'est également ça aussi, la liberté. Une liberté qui n'est pas déstabilisante, je ne sais quel nom on pourrait lui donner. Paul-Marie Lapointe aussi, quand il a écrit assez rapidement, hein, ça a été écrit en une nuit. Alors, une nuit où, je vous dis, il a une nuit presque d'incantation, il a pigé, il a erré tel un fantôme ravisseur, dans les mots de René Crevel. Tombeau pour René Crevel, le mort difficile. Et Paul-Marie Lapointe, après avoir écrit Le Vierge incendié à l'âge de 18 ans, a refusé d'une certaine manière le statut de poète. Il n'a plus voulu être un poète. En tout cas, il a jugé qu'il avait dit ce qu'il avait à dire et il s'est tu, en tout cas, il n'a pas publié pendant au moins une bonne décennie. Il ne s'est pas jugé
Et il lui fallait apprendre à vivre, apprendre un métier, faire sa place, être un être humain semblable aux autres êtres humains. Ne pas être un poète trop vite, tout de suite. Et il a malgré tout, malgré le fait qu'il a été quelqu'un qui a été un rédacteur, qui a travaillé à la radio, il faisait des percées dans la quotidienneté. Il forçait le quotidien. Parce qu'il n'y avait pas que le quotidien aussi. La poésie, en fait, il ouvrait le quotidien, hein, comme on ouvre la mâchoire d'un crocodile, pour en extraire, toute la dangerosité. Parce que dans la poésie, il y a du danger aussi. Il y a de l'inquiétude, il y a de la peur, il y a de l'effroi. L'entrée au tombeau n'est pas sans risque. Est-ce qu'on va sortir vivant du tombeau? Est-ce qu'on peut sortir vivant du tombeau? Est-ce que le quotidien est un tombeau? Parfois, oui. Les gens font du temps. Ils attendent. On ne sait pas trop ce qu'ils attendent, mais ils attendent. Et je me faisais une remarque, parce que je n'ai pas, je comprends bien, je n'ai pas le fabuleux talent de Paul-Marie Lapointe. Mais j'ai connu très, très tôt, très, très, trop tôt, des extases. Des extases sans doute rimbaldiennes ou certaines composantes, combinaisons moléculaires n'étaient pas étrangères à ces illuminations-là. Mais je faisais part de cette remarque-là à un jeune ami. C'est comme si moi, j'avais tout compris trop vite et que j'avais été victime de ma précocité, d'une certaine manière. J'avais atteint un certain niveau de conscience en hélicoptère et que je m'étais retrouvé en haut de la plus haute cime et il m'avait fallu redescendre à pied ce que j'avais escaladé en quelques jours. Mais pour la désescalade, pour la descente longue et pénible, il m'avait fallu des années, voire des décennies à redescendre. Et là maintenant, après fulgurance, et là, après des décennies où j'ai réussi à me faire une place, je ne me suis pas suicidé, comme le dit Paul-Marie Lapointe. Quand on résiste à l'adolescence, à la tentation du suicide, après ça, il faut des raisons pour vivre. Il faut des vraies raisons pour vivre. Et ces vraies raisons-là, elles sont exigeantes, elles sont difficiles. Et il faut des vraies raisons aussi pour se révolter. Il faut des vraies raisons pour ne rien céder. Mais la fameuse cime là, qu'on a atteint, dans une fulgurance rimbaldienne, il faut à nouveau l'atteindre. Il faut à nouveau reprendre l'ascension. Et sans aucun artifice, sans aucune stratégie, rien. Il faut reprendre le chemin à nouveau. Et donc, je me faisais cette réflexion-là après avoir beaucoup vécu, après avoir... Je l'avais écrit, je ne sais pas où je l'ai mis. J'avais même inventé un mot, vous voyez où on peut aller des fois. Un mot qui dit au fond, il faudrait arrêter de vivre tout en étant vivant. Dévivre, voilà. Il nous faut dévivre. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Il nous faut dévivre, c'est-à-dire qu'il faut qu'on a réalisé un certain nombre de choses là, qui sont somme toute assez satisfaisantes, disons.
Eh bien maintenant, il faut être capable de se délester. Il faut être capable de laisser toutes ces vieilles peaux tomber. Il faut accepter la mue. Il faut accepter de rester vivant et d'entrer dans quelque chose qui n'est pas encore tout à fait la mort, mais qui n'est plus tout à fait la vie, dévivre. Voilà. Se défaire peu à peu de ce poids d'existence. Devenir sans corps. Ce n'est plus le mort difficile, c'est la vie facile. La vie facile, la vie en phase. 51 minutes. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que je vous ai dit toutes les choses que je voulais vous dire aujourd'hui? Je sais pas si la randonnée a été plaisante, mais René Crevel, Betty Goodwin, Paul-Marie Lapointe, Bobinette, des cartes postales, des notices nécrologiques, des livres qu'on ramasse, des objets qu'on ramasse. Tous ces petits signes qui prouvent qu'on est encore dans le monde de la vie. Mais que apprendre à danser dans le tombeau. Je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien. Et à demain. À demain. Demain, c'est dimanche. Je m'en vais visiter ma mère, comme à tous les dimanches. Je m'en vais lui rendre visite dans ce territoire sacré et cédé des Juifs hassidiques qui ne font qu'une seule chose, au fond. C'est étudier. Hein? Vous imaginez, ils ont une barbe, ils ont des barbes blanches, ils ont des schrebels. Et tout ce qu'ils font, c'est étudier. Au fond, nous sommes tous des Juifs hassidiques. Alors, le Rabbi Lalonde vous souhaite une bonne soirée.